Depuis quelques semaines, il y a notamment une opération spéciale de l'ONCAC qui vise à démolir les constructions et les aménagements qui ne respectent pas les normes ou sinon les constructions anarchiques. Nous allons parler de cette opération spéciale qui a démarré, mais qui fait aussi donc, on va dire, des malheureux ou des mécontents au sein des populations. On en parlera avec un représentant, il s'agit du directeur de contrôle donc de l'ONCAC pour justement découvrir ce que c'est que cette opération et faire un petit bilan donc à mi-parcours de cette opération. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, vous aurez donc la revue de presse avec Issa Oumaratier. Et ensuite, plus tard, on recevra aussi la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité parce qu'avec nos invités aujourd'hui, on parle donc on va dire quoi, des fausses avertissements ou quand on rencontre surtout pendant ces vacances-là. On en parlera aujourd'hui avec M. Taïro Kwanda qui sera là pour représenter la BCLCC. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, permettez-nous de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lasso, mais également depuis partout au Burkina Faso. Nous démarrons l'aventure avec la découverte du quartier Boulmurou de Ouagadougou. Pour démarrer, on y va pour à la découverte. Nous sommes installés dans le quartier Boulmurou de Ouagadougou pour cette aventure. Nous découvrons le quartier Boulmurou à travers les témoignages que nous avons recueillis pour vous. On y va pour donc à la découverte. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin, l'histoire de ce village. C'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance de Yaoguin, c'est Boulmigou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmigou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmigou, nous sommes nés trouvés. Je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire, mais c'est nous qui détenons Boulmigou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention de Yaoguin pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème.
là il me dit comme là 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 il va nasar yalla so ran di ba sa ba mun nan le ton so ndabe kani bum ni ndabe tu man la fa ba la ba ti fa bu fa so nam pin da yin ni ki ma wa bin ti ya rom ni kan yu fa tu da man da bum be sa si ni da man nam la ma ha wa yin nam ni la ni la rom ni ka la ni la wa ni wala di ba wala ya bum kana na la ni ma si tam ni ya ha yel pa ka be yin la la bum ka yo na ma chen ti man di kan do de ta apam si do am ni ka tu bo ti bum mi ba tu bum be ton mi do am ba tu bum tu bum mi ya pin na ni ha ya bum ma tu sa chen ti ko yi mana da yala mana da am ni la ni la da ma na le ba tu wa ya ki tam pya tu la ha wa yel pa ki ton ti ma na la ha ya wala yi ki ma na de mi nam da na mi no ha pin na ni ki mi be ma no la ni no ton ni ha la bum kan ma ton da ta yang ta song ton la mi na ma na yang ga me ka be ton ki tam ti ha wa bum ma no mi han ka wa ya wala do la ton nan ti ma ni kala tin ku ya he ni ki man da ba ha ti ka yo ko ben dik nyam han pa dik ro ka ti ma la ma da ni ti kim sa dik ya to la an di ka ya to ni nyam pa ni si da ti ngam be ni ma wa nyam han si tin ku ga ya la i pa jem hal la ni ma si tam ti En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Bala ka yim pit mi yin ta kan ko ma li bi be la mak ko ngam jin ti bi la kwa ka la ton ti mana bala bunya da. Quand j'étais petit, les vieux évitaient de répondre aux questions. La raison pour laquelle je me suis rendu auprès de ma tante qui m'a expliqué qu'en réalité, le nom Boulmigou vient d'un puits où à son temps était une pierre rouge. Après avoir creusé pendant longtemps, est devenu un puits qui se démarquait de par sa couleur rougeâtre, d'où est né Boulmigou. La de bangiti katon ya abro pan to ye ya pour de ba ngom tu ngom la de ya mam yemre pin la mam da man yong ngurun ko honda to le wa biura bam me ngaka tama of ga yikma yikan la mam ta de bile fri ya ko ma ba ya miwa ay tam ko kenga bul miwa be bul han tu han pam ko me ya go ya go miwu ba yemre me ngaton tu ya makani awan le ba go bo to ne la bi din litin ton bai kani ka ken yur hin dok ti ya ken yur mani ya ko ma bin yakati ya miwa to kelen dikrina wen wala batam hala mangira maya mangala menga twen woma me bitam twen woma me tabiata kwen yura wala tam ning be ngom ti juna yi de bon di tan yem doro bi han ko le ko tinga tan yem dola akata ten kurun kurwe ya kanin ta tin ku to koda ya tanga ya kwilga ya ganduda ya taba la bamme un groupe de Mais sachez que ce n'est pas les vieux qui nous ont raconté cette histoire, c'était plutôt les tantes. C'est ce que j'ai pu retenir de l'histoire des Boulmigou. Vous écoutiez à l'instant des témoignages concernant le quartier Boulmigou de Ouagadougou et c'est ce quartier que nous découvrons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. À présent, découvrons ce que nous disent les journaux ce matin. Nous débutons la lecture des titres des journaux avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une maillage sécuritaire du Burkina, la compétence territoriale de la police nationale et de la gendarmerie nationale définie. 25e anniversaire de la fête du trône. Tablettes à la police municipale.
Sitaray Simplice Esso est le nouveau directeur général. Enseignement supérieur, le professeur Moumouni Wimenga n'est plus. Jeux olympiques Paris 2024, le Burkina manque la marche d'entrée. TGI Ouaga 2, les 2 douaniers libérés, l'ex-maire déféré à la Mako. Attaque de Samorogouan, les auteurs écopent de lourdes peines. François Xavier Salambanga du Burkina Faso, pourquoi je suis candidat au poste de DG de la SECNA. Conseil des ministres, nomination de Mathieu Declercq, nouveau conseil général, nouveau consul général de France au Burkina. 20 ans de prison pour Dadis et Teboro, 10 pour Toumba. Verdict d'apaisement en attendant la loi d'amnistie. À présent, nous découvrons les titres du journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une ce matin maillage sécuritaire du Burkina, la compétence territoriale de la police et de la gendarmerie nationale définie. Lutte contre l'insécurité, les forces de sécurité intérieure veulent tirer leçon de leur échec et succès. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le chef terroriste Sangaré Boukari, alias Abou Fadima, et 14 autres criminels neutralisés par l'armée. Conseil des ministres Mathieu Declercq, nouveau consul général de France au Burkina. ActuFoot Sport JO Paris 2024, l'objectif c'est clairement la médaille d'or selon Hugues Fabrice Zango. Au coin du palais, des orpailleurs à la barre pour avoir proféré des menaces de mort contre les dirigeants d'une mine. Risque d'inondation, les recommandations du ministère en charge de l'environnement. Révélation, accident de la circulation sur l'axe Ouaka-Kouzougou, 3 morts et 7 blessés enregistrés. Formation de l'opinion publique. Marie-Jacinthe Drapeau met en exergue le rôle important du journal Le Pays. À présent, le doyen des quotidiens privés, je veux parler de l'Obs. L'Observateur Palga affiche à sa une ce matin projecteur scène ou pas, scène ou sur la scène. Flora Paré, chanteuse, j'aime la communication, mais la musique a toujours été ma passion. Gendarmerie et police, à chacune son territoire sécuritaire. JO Paris 2024, judo, moins de 90 kg. Carmel Koné, victime de sa propre erreur. L'art de faire la natation. Donc, l'énigme de la mort de Saint-Exupéry. Nous parlons toujours aussi du journal L'Observateur Palga qui revient sur le décès du professeur Rambré Moumouni Wimenga. Un monument de la médecine s'est écroulé. Donc, nous continuons avec le curieux d'Afrique. Le bimensuel d'information affiche à sa une Ouagadougou, Kamsantenga, un cimetière au cœur des concessions provoque une grogne. Quartier Nagrin-Ouaga, assassinat pour cause banale, il faut qu'on en parle. Implication des transports en commun dans les accidents au Burkina, le PDG d'une grande compagnie de la place menace de fermer sa société si 3 points. Chefferie traditionnelle à Tanguin, le Razanababoulga a accompli son Yikinri. Merci donc à vous de votre attention pour les titres de ces différents journaux. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps et c'est à travers la météo du jour. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Arjuma Bayogo. Il est le directeur du contrôle de l'ONCAC, c'est l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions. Bonjour Monsieur Bayogo. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors avec vous, on va parler des opérations de démolissement, donc des installations ou sinon des aménagements et constructions anarchiques. On en parlera tout à l'heure. Mais découvrons encore un peu plus l'ONCAC, donc l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions.
contrôle des aménagements et des constructions, une structure donc rattachée au ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, et qui a donc pour mission de veiller au strict respect des dispositions donc réglementaires en matière de construction et d'aménagement sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Je pense que cette introduction me permet de vous dire encore merci. Merci à Savane FM, déjà pour l'opportunité qu'il nous a offerte pour donc parler de nos missions et notamment donc des actions en cours en matière de contrôle. Je sais que il me semble que c'est un service méconnu quand même des Burkinabés. Alors, quelles sont justement vos missions? Merci bien, madame. Oui, le service est méconnu, mais la mission n'est pas nouvelle, je le dirais. Parce que dès donc l'adoption du Code de l'urbanisme, en mai 2006, il était prévu donc à l'article 6 la création d'une structure de contrôle afin donc de veiller au respect strict donc des dispositions du Code de l'urbanisme qu'on a adopté en 2006. Donc depuis ce jour, on avait créé donc des structures donc, chargées de la mission de contrôle. Et jusqu'en novembre 2021, c'était donc la Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction, DGC-OAC. Donc avec cette mutation qui est devenue office à partir de novembre 2021, qui traduit effectivement donc la volonté des autorités donc, du pays de donner encore plus donc, de rigueur et de marge de manœuvre donc, au niveau de la mission de contrôle, en érigeant donc l'ancienne DG de contrôle en EPE, Office national de contrôle des aménagements et de construction. Donc je dirais la mission est toujours ancienne, mais c'est la nouvelle monture, la nouvelle vision, la nouvelle volonté des autorités qui a permis donc de changer de fusil d'épaule à travers donc les réactions en EPE, qui donne plus d'autonomie de fonctionnement, plus d'autonomie en matière donc de ressources financières, des ressources humaines et surtout plus d'autonomie dans la manière donc de gérer la mission de contrôle à travers déjà une organisation bien précise, le conseil d'administration, la direction générale et surtout la déconcentration avec les antennes qu'on est en train donc de créer. Actuellement, nous avons déjà 4 antennes régionales en matière de contrôle opérationnel qui travaillent déjà sur le terrain, à savoir donc le centre ouest, le centre est et le haut bassin. Donc nous comptons très prochainement opérationnaliser les autres régions en matière donc de contrôle. Et généralement, comment ça se passe les contrôles par les agents de votre service par exemple? Comment les contrôles se font généralement? Pas de cette opération spéciale d'abord, mais au quotidien, comment ça se passait? Effectivement, comme je le disais, le contrôle porte sur 2 objets, les constructions et les aménagements. Au niveau des constructions, c'est assez connu. Les actes de construire, à savoir le permis de construire, le permis de démolir et donc le certificat de conformité, c'est ces 3 actes de construire qui ont été donc édictés par la loi portant code de l'urbanisme de 2006. Et au niveau donc des aménagements, c'est assez complexe puisqu'il y a jusqu'à 3 niveaux. Parce que la question de l'urbanisme est portée à travers 3 niveaux, à savoir les documents de planification. C'est ce qu'on appelle couramment l'ESDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, et les postes, plan d'occupation donc des sols. Et effectivement, ces 2 documents-là donnent des orientations de façon globale sur la vocation donc, des terres au niveau donc, des différentes villes concernées. Autrement dit, chaque zone donc, a ces types de projets et la mission de contrôle veille à ce que ces orientations-là soient respectées dans la mise en œuvre des projets par les différents acteurs, que ce soit l'État, les collectivités et les personnes physiques de droit, personnes physiques et morales de droit privé. Et le deuxième niveau de l'aménagement, c'est les opérations donc d'urbanisme, dont le lotissement, parce que les gens connaissent bien le lotissement, mais il y a 4 autres opérations d'urbanisme que la loi portant code de l'urbanisme avait édictées, à savoir la restructuration, la rénovation urbaine avec l'exemple donc des ACA, le remembrement et la restauration immobilière. Donc, chaque type d'opération exige des autorisations bien données. Donc, le contrôle
consiste donc à veiller à la présence et à la conformité donc de ces autorisations avant toute opération d'urbanisme qui se réalise sur le terrain. Et le troisième niveau de contrôle au niveau des aménagements, c'est le plan de lotissement, le plan de restructuration qu'on a aujourd'hui, et on part sur le terrain pour voir comment ce plan-là est respecté à travers l'occupation réelle donc des parcelles, que ce soit usage d'habitation, autre que d'habitation. Donc vous voyez qu'au niveau de l'aménagement, il y a plusieurs types donc, de contrôle. Donc ce qui nous fait dire que la mission de contrôle, c'est une mission de tous les jours, et en fonction donc de la thématique et des préoccupations, un accent peut être mis donc sur un volet particulier. Alors, pour quelles raisons, par exemple, l'ONCAC peut demander de démolir une construction? Ok, effectivement, la démolition d'une construction peut se justifier selon chaque cas. Je vous ai déjà notifié les actes qu'il faut pour construire. Et la loi a prévu déjà le permis de démolir. Ça, c'est quand la personne demande l'autorisation de construire et la personne demande l'autorisation de détruire pour changer de projet ou pour autre raison. Parce que, voilà, ça, c'est le cas classique. Et l'autre aspect, c'est qu'on peut effectivement voir une maison qui ne répond pas visiblement aux normes, qui menace ruine. S'assume en demandant donc la démolition donc du bâtiment, et à défaut, elle-même, l'autorité vient même de démolir le bâtiment puisqu'il y a des vies qui sont en jeu. Ça, c'est le premier niveau de démolition qu'on connaît, qui sont vraiment qui est encadré par la loi. J'imagine que vous faites cas donc de récentes sorties que nous avons effectuées justement pour la démolition donc de ce que nous on appelle donc les zones de bidonville ou en tout cas d'habitat spontané. En réalité, on dit en la matière il faut distinguer deux approches. Il y a l'aménagement, puisque les gens ne construisent pas ex nihilo comme on construit au village. Non, c'est des constructions guidées par des pratiques qui se disent d'aménagement. Or, la loi a prévu que seuls les 5 opérations que je vais citer peuvent être menées pour sortir des parcelles et usage d'habitation et autres que d'habitation. Donc, aucune autre opération ne peut être menée pour produire des parcelles à usage d'habitation et autres d'habitation en dehors de ces opérations. Donc, vous allez constater que là où on intervient, non seulement ces acteurs n'ont aucune autorisation pour aménager les espaces, n'en parlons pas, autorisation de construire, ni aucun guide technique pour donc la construction. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la nature même des terres qui sont occupées. Vous n'êtes pas sans savoir que cette pratique ne se mène pas au centre-ville ou dans les zones récemment loties, mais c'est dans les localités périphériques, qui sont le plus souvent régies soit par des documents de planification. Je vais parler donc de documents de planification. À Ouaga, c'est ce qu'on appelle les SDAGO, les schémas directeurs d'aménagement du Grand Ouaga, qui contient Ouaga en tant que commune, et ensuite les 6 communes donc limitrophes que nous avons. Et ces schémas-là donnent la vocation par zone. Et effectivement, vous allez trouver que ces schémas, à des exemples, on dit que c'est une zone industrielle. Et vous allez trouver donc ces types d'opérateurs qui partent là-bas donc pour aménager et faire installer les gens pour construire leurs maisons. Vous voyez déjà que l'État avait affiché déjà ses ambitions sur la zone en donnant la vocation, et des personnes mises donc par des intérêts, je dirais inavoués, inavouables, donc partent intervenir donc sur le terrain. Vous voyez que la réaction la plus logique en termes de responsabilité de l'État, c'est de remettre en l'état les sites avant de faire quoi que ce soit. Et évidemment, comme vous l'avez dit, le contrôle a sa démarche qui consiste à écouter les acteurs responsables de ces forfaits à travers un PV d'audition pour des éventuelles suites judiciaires à venir et situer les responsabilités. Le plus souvent, ils sont sanctionnés avec des amendes et la mesure donc conservatoire qui dit d'aller remettre les sites à l'État. Effectivement, le plus souvent, ces délais ne sont pas respectés parce que le plus souvent, ces individus ne reviennent plus, ils disparaissent dans la nature. Donc, la responsabilité échoue maintenant à l'État de s'assumer donc à travers donc ces décisions et ces documents de planification. Ça, c'est le premier. L'autre aspect de l'occupation, c'est aussi que ces terres-là, le plus souvent, étaient destinées
à des activités autres que l'habitation. Il n'y a pas donc les terres destinées à l'agro-pastoral, à la sylviculture, etc. Et les gens ont des titres pour ces activités. Mais malheureusement, vous allez trouver que sur ces titres-là, les gens interviennent pour produire donc du logement. Donc en matière de droit, on appelle ça le changement de destination, qui dit que la parcelle vous avez été donnée pour une destination bien précise, vous ne l'avez pas réalisée et vous faites autre chose. Donc c'est un changement de destination abusif parce que vous n'avez pas reçu l'autorisation de le faire. Bien sûr, le changement de destination est encadré par la loi. Vous demandez l'autorisation à l'autorité qui vous a donc accorder le document pour réaliser le projet. Si l'autorité accorde, vous changez de destination et votre titre, le titre qu'on vous a donné, la change également. Ce n'est plus permis d'exploiter. Ça veut dire autorisation de l'autorité pour produire donc les habitations. Mais depuis le lancement de cette opération spéciale de démolition, quels sont les types de constructions concernées généralement par les démolissements? Bon, les démolitions, comme vous dites, démolition, mais le vrai terme, c'est les démolitions, techniquement. Et ça concerne tout type de maison. L'essentiel, c'est quelle est donc la légalité par rapport au site où la maison prend pied, comme on aime, où la maison est implantée. Voilà. En matière de droit, il faut toujours répartir à la première infraction que la terre n'est pas habilitée donc à recevoir des habitats. Encore moins, la loi dit, même si vous avez votre parcelle, en fonction du type de construction que vous avez, il y a des types de permis que vous devez demander au maire, puisque le permis de construire est délivré par le maire. C'est une manière donc de sécuriser même les populations. En demandant le permis de construire, on verra que vous avez toute votre documentation en place et que le terrain ne présente aucun risque, aucun danger pour vous en termes de sécurisation avant de vous laisser construire. Donc, le permis de construire participe à une démarche de sécurisation des investissements donc des acteurs. Mais comme on saute toute cette étape, les populations ne savent pas si le terrain est licite ou pas. Et ensuite, ils passent à la construction qui doit même être aussi autorisée. Donc, à la matière, on tient compte déjà de la première infraction, c'est que le site n'a pas été aménagé selon les règles et on remet à l'état le site. Et c'est vraiment cette logique-là que nous avons jusque-là. Et avant de terminer, il y avait les trois niveaux par rapport au site de démolition. Il y a aussi des réserves administratives, des espaces verts dans nos lotissements qui sont investis par ces acteurs. Et le plus souvent, si vous voyez la nature donc des constructions, mais malheureusement, je prends l'exemple des espaces verts, la loi est claire là-dessus. C'est inaliénable et imprescriptible. On ne peut pas donner à un individu. Et le droit de l'État qui est là-dessus est ad viternum. C'est un droit définitif. Donc, aucun individu ne peut s'aligner, donc aligner cette terre. Autrement dit, si vous voyez les gens qui sont installés là-dessus, la première mesure conservatoire, c'est de débarrasser, donc de déguerpir et de démolir et remettre l'État en état de site. Les réserves administratives, c'est des réserves dont l'État a besoin pour ce service. Et on prend toujours l'exemple de Ouaga, où vous avez vu par exemple les 12 arrondissements, où il y a des communes qui sont obligées d'aller louer donc des bâtiments parce qu'il n'y a pas d'espace pour les accueillir, parce que effectivement il n'y a pas les réserves administratives étaient donc aménagées. Donc vous comprenez que les gens qui occupent anarchiquement ces réserves administratives là n'ont même pas droit à des délais. C'est au moins l'infraction donc constatée et la machine de remise en l'état des sites est immédiatement mise en branle, parce que c'est des acteurs qui connaissent l'espace, qui lisent l'espace, mais qui comptaient effectivement sur le silence coupable des acteurs autour de la gestion foncière pour opérer. Je pense que cette dynamique-là est révolue et il faut respecter nos documents, nos villes, nos règles d'occupation donc, des espaces dans nos villes. L'opération est lancée. Et faites-nous un petit bilan de ce que vous avez déjà fait ou les localités que vous avez déjà, on va dire quoi, où vous êtes passé. Oui, où on a intervenu. Effectivement, nous avons déjà intervenu dans 3 communes, à savoir donc Sava, Pabré et Komsiliga, en termes donc de remise en l'état des sites. Sinon, en termes de contrôle, toutes les communes, les 6 communes donc autour de Ouaga sont concernées, à savoir donc comme Kipala, Tangen Dassouri, Koubri,
j'ai cité Sava, j'ai cité donc Dapelgo, j'ai cité Pabré, donc et Lumbila. Donc ça, ce sont les contrôles réguliers. Mais je pense que nous sommes dans la dynamique d'intensifier le contrôle et la vigilance donc sur ces communes. Et rien qu'hier, nous avons donc reçu dans nos locaux au niveau de l'office les PDS donc de ces communes-là pour encore intensifier, puisque c'est une question donc d'investigation pour débusquer le lieu donc objet donc de ces actions illicites, pour intensifier donc le renseignement, l'information et harmoniser donc les interventions de telle sorte à faire un état exhaustif de tous ces lieux pour intervenir, parce que ce n'est rien d'autre qu'un processus donc de bidonvillisation de ces communes satellites donc autour de Ouaga. Et qui dit bidonville, cela revêt en termes donc de retard ou en tout cas de poids de développement donc de nos villes qui sont déjà éprouvées par beaucoup donc de difficultés, dont le centre des services sociaux de base, les sous-équipements, la question donc de la voirie, la sécurité, etc. Alors, tout compte fait, ces localités comme Sava, Pabré que vous avez déjà visitées, quand on parle donc de mettre à l'état de site ces lieux-là, c'est démolir les constructions de ces populations-là, donc revenir carrément raser ces constructions-là. On a vu vos bulldozers donc racler carrément ces constructions. Ça crée forcément des dommages au sein de la population. Oui. Ça crée forcément des dommages comme la réparation de toute infraction, madame. Et la loi, l'une est censée ignorer la loi, et la loi se respecte à travers une procédure bien donnée. Il faut qu'on constate qu'il y a une infraction par rapport à la loi et qu'on applique donc les dispositions pour donc réparer l'infraction causée, soit en termes d'amende ou en termes donc de peine privative. Je pense que avec déjà la nouvelle loi sur la promotion immobilière, ces actions-là sont déjà classées, madame. C'est des acteurs qui interviennent dans la promotion foncière, qui est déjà une des prérogatives que seul l'État, les collectivités peuvent dérouler. Même ce qu'on appelle les ex-promoteurs immobiliers ne peuvent plus faire de l'aménagement foncier. Alors, donc, la loi a dit quiconque, donc en tant que personne physique ou privée de droit, personne physique ou morale de droit privé, qui entreprend une opération foncière est puni par la loi, et les peines privatives de 5 à 10 ans et une amende de 100 millions à l'hectare aménagé. Et si c'est un individu et il a vendu donc les parcelles nues, et une amende donc de 10 millions par parcelle nue vendue. Et mieux encore, la sanction peut aller jusqu'au double du montant qu'il a récupéré dans la vente des parcelles en termes donc d'amende. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui a été déjà traité dans la loi et qui requiert donc une attention particulière. Donc je dirais que c'est vrai, quand on applique la loi, il n'y a pas que des heureux. Mais la loi, sans la loi, vous comprenez que nous ne serons plus dans une dynamique donc, de république. Et ça irait à la loi du plus fort. Je pense que ce n'est pas ce qui est rêvé donc, comme avenir pour ce pays. Et je pense que à côté de ces dommages individuels, etc., ce qu'il faut prévenir, ce dont nous voulons prévenir, c'est les dommages plus globaux. Parce que vous n'ignorez pas l'impact d'une bidonvillisation du processus de construction de nos villes peut engendrer. Mais du reste, si nous fermons une porte, c'est que nous avons des alternatives, des propositions. Vous avez tout de suite suivi donc, dans l'actualité qu'au niveau du ministère, on a déjà installé, en dehors donc, de la vague sur les passifs de la promotion immobilière, que vous avez suivi, il y a une autre vague qu'on a commencé à avoir, l'appurement du passif sur le foncier urbain à travers les lotissements qui avaient été amorcés le plus souvent depuis 2010. Avec l'histoire du pays, il y a eu plusieurs périodes donc, de tensions sociales qui ont fait que ces processus ont eu un coût. On peut les citer depuis donc, 2008, 2011, 2014 et 2022 avec la situation. Donc ces projets sont en stagnation.
Et l'appurement concerne effectivement ces projets qui ont déjà des autorisations de loti, mais le site n'est pas encore soit loti ou les parcelles ne sont pas attribuées. Cela agrandit un peu l'angoisse et l'organisation autour donc, de ces sites. Donc, cette commission va apurer donc, ces volets. Vous savez aussi que le ministère a une autre démarche de restauration des zones d'habitat spontané. Donc, vous voyez que on avance de façon stratégique sur l'espace. Les lotissements qui n'ont pas pu être effectués, on va les apurer, on va les achever. Les zones d'habitat spontané qui existent, on va les restructurer. Et vous comprenez que si on est dans cette démarche, on ne peut plus laisser une autre démarche parallèle qui vise donc à ne produire que des non-lotis à visage de bidonvillisation, pour ne pas citer de ghettoisation. Et je pense que ce n'est pas l'objectif donc, du département en charge donc, de l'urbanisme, c'est ni aussi la vision donc, des premières autorités du pays. En attendant, il y a des populations qui se sont retrouvées forcément sans toit, qui disent aujourd'hui n'avoir pas su que ceux avec qui, notamment, ils achetaient donc, ces portions de terre-là, n'avaient pas les papiers nécessaires ou l'autorisation nécessaire, mais les ont achetés et ont construit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces populations? Oui, vous savez que la prise en charge donc, de ces volets-là relève purement du social. Ça relève purement du social. Et je vous ai cité les actions déjà entreprises en amont pour des questions bien précises qu'on maîtrise. Ce dont je vous parle, c'est des acteurs qui sont dans une autre démarche. Et comme on n'a pas d'une visualisation des sites, c'est des sites le plus souvent déconnectés même de la dynamique urbaine. Si on délivre un document pour faire de l'agro-pastoral, vous imaginez déjà la position du site par rapport à la ville. Ce n'est pas à 1 km, ce n'est pas à 2 km. Donc, c'est pour dire déjà que on ne peut pas les empêcher donc d'avancer des arguments qui sont personnels, qui sont subjectifs, mais ces arguments ne peuvent pas être opposés à la logique de la loi. On ne peut que donner des conseils, parce que ce qui est fait est déjà fait et les sites concernés donc seront traités comme je l'ai dit. Mais le plus important, c'est d'éviter que plus de personnes n'aillent se faire littéralement griller par effectivement cette nouvelle génération de marchands de sommeil, je ne dirais même pas de sommeil, des marchands d'hommes, parce que ce n'est que l'homme qui propose, mais ça ne pourra pas prospérer. Et on invite les gens justement à se départir donc de cette logique, parce que ça ne pourra pas prospérer dans la vision qu'on a donc de nos villes et dans la vision que les premiers auditeurs ont pour nos villes, surtout la capitale qui est Ouagadougou. Donc, on ne pourra pas les dire donc ils n'ont pas mal, ils ont mal, c'est vrai, mais je pense qu'il faut dépasser ces aspects subjectifs et personnels et individuels pour vraiment aller vers une logique donc d'application de la loi et de la rigueur. Maintenant, ces personnes relèvent des communes. S'ils ont des problèmes objectifs bien réels, les communes sont les premiers donc à les écouter et à traiter. Mais quand on vous donne la dynamique, ces personnes-là ne veulent même pas savoir faire savoir au PDS qu'il y a ce tel type d'action. Donc ça se passe derrière le dos donc, des PDS le plus souvent. Donc vous comprendrez que c'est vraiment pas une logique de construction sociale ou de développement qui est derrière. Et si les problèmes sont réels et posés au niveau des communes, le ministère en charge de l'urbanisme accompagne toutes les communes par rapport à la prise en charge de leurs problématiques en matière donc, de logement. Je pensais que vous allez dire que vous renvoyez ces personnes-là chez ceux qui les ont vendues, notamment ces terres. Oui, logiquement, c'est ce que puisque ça devient maintenant une question donc de transactions entre individus. C'est ça. Et ça se termine donc devant le juge parce que manifestement il va prouver qu'il a été grugé par donc je dirais c'est de l'arnaque, madame. Donc quand c'est des questions d'arnaque, le plus souvent donc ça se termine devant le juge et le juge prend les dispositions nécessaires pour que celui qui a été arnaqué ou grugé
voilà, soit rétabli donc dans ses droits. Et aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Parce que l'opération se poursuit, mais il y a certains aussi qui continuent aujourd'hui donc de se procurer aussi, que ce soit des parcelles ou des portions de terre, sans forcément se rassurer que ces promoteurs immobiliers ou ces sociétés immobilières sont dans la légalité, ou ceux qui leur vendent la portion de terre détiennent en fait les papiers nécessaires ou peuvent le faire. Quels sont les conseils à l'endroit des populations? Oui, vous avez tantôt parlé donc de promoteurs immobiliers. Et je vous rappelle que selon la nouvelle loi, il y a pas seuls ceux qui vont prendre donc l'agrément conformément aux dispositions de la loi de 2023 portant promotion immobilière seront des promoteurs immobiliers. Donc on les appelle les ex-promoteurs immobiliers. Et ces ex-promoteurs immobiliers, rares sont ceux qui s'aventurent sur ce domaine. C'est vrai qu'on n'a pas dit que personne ne le fait, mais la tendance au niveau de ces ex-promoteurs immobiliers-là est plus faible par rapport à la tendance des individus qui agissent de façon isolée. Pas des fils donc, des rois. voilà, justement. Donc, c'est des actions à l'individu le plus souvent qu'on rencontre. C'est des individus qui sont auteurs ou des groupes d'individus, mais rarement donc sous la bannière des ex-promoteurs immobiliers. Mais je n'ai pas dit que, en tout cas, c'est le terrain qui commande donc la main. Si effectivement sur le terrain, on constate qu'un ex-promoteur immobilier est dans cette démarche, il sera traité avec la même rigueur que les individus ou les groupes d'individus donc qui sont dans la démarche. Donc, le premier conseil qu'on peut donner aux uns aux autres, sociologiquement, on sait que la parcelle, les gens acquièrent la parcelle le plus souvent dans la discrétion totale. Mais or, j'aime le dire, la parcelle c'est comme du soumala. On ne peut pas l'acquérir, le conserver, le préparer, le mailler sans que ça ne sente. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas acheter une parcelle incognito jusqu'à construire incognito sans que le problème ne vous revienne à la face si effectivement c'est une parcelle litigieuse. C'est pour ça que je demande aux gens d'approcher les structures en charge de l'urbanisme territorialement compétent, approcher les communes pour avoir de plus amples informations sur le statut même des terres qui font l'objet donc de ces aménagements. Ensuite, pour les acteurs qui les ont approchés pour ces terres. Donc le plus souvent, si vous partez à l'information, et le plus souvent ils prennent les gens à la précipitation. On se voit aujourd'hui, vous réglez, non. Quand on dit je vais revenir demain, le plus souvent ils ne vous rappellent plus parce qu'ils savent que vous aurez le temps pour vérifier et de vous méfier. Or, justement, les gens n'ont pas cette patience devant une promesse donc de parcelle, d'attendre 2-3 jours avant de donner l'argent. Le plus souvent, il donne sa bonne foi en avançant déjà une partie de la somme. Et même s'il ne remet plus la somme, le monsieur sait que la chose est fausse. Donc, tout ce que vous lui avez donné là, c'est un bonus pour lui, parce qu'il sait que ça ne va pas prospérer. Donc, c'est vraiment aller au niveau des services en charge de l'urbanisme, au niveau des communes, pour déjà vous renseigner sur les statuts des terres et aussi donc les autres informations qui sont liées donc à la parcelle. Quoi qu'on dise, on ne peut pas délivrer une autorisation de lotir sur un terrain sans que la commune ne soit informée. Impossible, que ce soit l'État, les structures de l'État en charge des questions comme la Sonatur, CIC, etc. Ce n'est pas possible. Le premier acteur qu'on met le plus souvent devant, c'est la commune, quand bien même que le projet est porté donc par l'État. Merci beaucoup, Monsieur Bayogo. Donc, on travers la fin de notre entretien. C'est quoi la suite, en fait, de cette opération? Ça continue? Ça continue, bien sûr, Madame Nikema, et ça va s'intensifier. Je vous ai dit qu'on a rencontré donc, les PDS des 6 communes rurales donc, pour la question. En même temps, l'antenne donc, de Haut-Bassin est aussi dans la même dynamique. Les autres antennes sont dans la même dynamique. En tout cas, tous ceux qui sont dans cette dynamique d'occupation anarchique donc, de nos espaces, des détournements des réserves administratives pour installer les gens, etc., sache qu'il y a la machine du contrôle qui est en branle et cette dynamique-là est irréversible. Elle ne s'arrêtera que quand il y aura zéro occupation anarchique d'espace et pour donc le bonheur et la tranquillité donc dans nos communes, parce que ce que vous ignorez, c'est un puissant facteur de désintégration du tissu social.
voilà, en dehors de ce que vous dites, ceux qui ne sont pas comme ça parce que les maisons sont gâtés. Mais le foncier qui est le fonds de commerce justement, c'est un support de production, c'est un espace de dialogue et ça fait l'objet justement de déchirements entre les gens juste pour pouvoir le plus souvent donc filer ces terres-là donc à des acteurs qui n'ont aucune légitimité, aucune légalité vis-à-vis de la loi et le plus souvent la question revient au village, les gens ne se disent plus bonjour. Et c'est ça qui est dommageable et c'est ça qu'on veut éviter à tout prix. C'est pour cela, on est des humains, on a des familles, on a des... Voilà. Mais la rigueur du contrôle veut qu'on ne regarde pas simplement la goutte d'armes, d'une larme donc aujourd'hui, d'une victime. On regarde le torrent de larmes des victimes de demain qui ne seront pas une ou deux, mais si ça devient des milliers. Vous imaginez que ce n'est pas une goutte, ce serait une vague donc, de larmes. Et ce n'est pas ce qu'il nous faut à l'heure où nous sommes au niveau du pays. On a d'autres problématiques plus sérieuses donc, à gérer en termes donc, de sécurité, de construction de nos villes, qu'il faut effectivement mettre fin à ces pratiques le plus rapidement possible pour une construction plus harmonieuse et durable donc, de nos villes. Merci beaucoup. Je rappelle merci bien, madame, c'est à vous le merci. Encore merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour encore lancer le message donc, de l'information, de la sensibilisation, parce qu'il nous faut un homme averti en vaut deux. C'est toujours bon d'avertir, parce que, comme vous l'avez dit, l'action est irréversible en la matière sur ce volet précisément. Merci bien. Nous recevions sur ce plateau comme invité M. Arjuma Bayogo. Il est le directeur du contrôle de l'ONCAC, l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on parle de crypto-monnaies, on parle de Bitcoin, du moins on parle de blockchain. On en discute avec donc, on va dire un expert, celui en tout cas qui a consacré 5 années de sa vie à faire la recherche sur cette monnaie électronique ou sur cette nouvelle technologie-là. Il s'agit de M. Hamidou Zanga, écrivain, conférencier et puis expert en crypto-monnaie si vous voulez. Donc bonjour M. Zanga. Oui, bonjour Madame Nikirman, bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. Merci bien. M. Hamidou Zanga qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso parce que depuis notamment le début de l'année 2024, on vous reçoit régulièrement. Exactement. Et vous faites aussi des formations régulières en lien avec la crypto-monnaie. Et c'est quoi justement l'actualité avec... en lien avec cette monnaie électronique? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait pratiquement, disons, 8 mois que nous sommes ensemble. Chaque fois, on ne fait que venir ici sur le plateau parler. Alors, ce qu'il faut comprendre sur l'actualité actuellement de la crypto-monnaie, c'est que le marché est évolutif. Il est évolutif, et actuellement, avec également l'entrée des institutionnels et la validation des ETF Ethereum. Quand on parle d'un ETF, c'est juste un indice négocié en bourse. Donc, c'est-à-dire que les différentes institutions financières traditionnelles qu'on connaît, telles que les banques, les institutions financières désormais, ont l'autorisation de ce qu'on appelle la SEC. La SEC, c'est la Commission de sécurité des échanges de la bourse américaine, désormais de proposer des services liés aux crypto-monnaies aux entreprises. Et le 24 juillet dernier, alors c'est au tour du Parlement russe, donc le pays de Vladimir Poutine, d'adopter une loi pour... demander désormais aux entreprises d'accepter les paiements en crypto-monnaie pour le commerce international. Et ce qui a permis vraiment au marché de prendre un certain rebond qui a permis, durant les 5 derniers jours, d'avoir en tout cas un marché vert. Et donc aujourd'hui, nous sommes à une petite phase de baisse, donc de correction. Mais tout compte fait, aujourd'hui, quand on regarde le niveau du marché, franchement, il y a de bons augures. Alors, beaucoup aujourd'hui, surtout au Burkina Faso, sont encore réticents en matière d'investir dans la crypto-monnaie ou sinon même s'informer. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public? Oui, effectivement, ça c'est un constat qui n'est même pas vraiment intéressant quand on voit la situation dans laquelle nous vivons et aujourd'hui avec la disponibilité de l'information à foison. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent encore à croire que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. C'est pourquoi aujourd'hui la population a ce repli sur elle-même. Parce que tout récemment, vous avez tous entendu des cas d'arnaque liés à la crypto-monnaie, notamment avec l'histoire des 5e en début d'année. Alors, il y a beaucoup de personnes qui
qui se sont laissés avoir. Tout ça par manque d'information. Quand on n'a pas la bonne information, on prend des mauvaises décisions. Et quand on prend des mauvaises décisions, en vérité, ça devient toute une industrie qui devient fausse. Alors que ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est le manque d'information. Donc la population qui est également habituée à consommer ce type d'information reste encore clouée dans ce carcan-là et refuse de se réveiller et donc de s'éveiller pour avoir la bonne information. C'est pourquoi nous, on a pris les dispositions pour vraiment partager les bonnes informations, monter sur les plateaux de télé, dans les studios de radio pour communiquer et parler avec sincérité pour que les gens puissent se réveiller. Alors, quand on parle des cas d'arnaque, par exemple, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand on parle d'investir en crypto, ce n'est pas se lever comme ça et puis rentrer. Il faut avoir la bonne information, d'abord venant de bonnes sources, et ensuite passer à l'action, c'est-à-dire suivre une bonne formation pour avoir les compétences nécessaires avant de s'engager. Parce qu'on parle de l'économie numérique. Quand on parle du numérique, c'est Internet. Et avec Internet, il faut avoir des compétences pour pouvoir bien évoluer. Parce que si on manque de bonnes informations, on va se faire arnaquer. Alors qu'il y a des stratégies, il y a des systèmes, il y a des conseils pratiques à connaître pour éviter les arnaques en ligne. Et nous, on connaît tout cela. Et pendant nos formations, par exemple, on enseigne non seulement nos participants à mieux comprendre l'industrie de la crypto-monnaie, donc la blockchain, le Web3, mais aussi à avoir les stratégies pour éviter les arnaques en ligne. Et également, il y a des stratégies, donc des conseils d'usage que nous leur partageons pour savoir comment se comporter quand le marché il a atteint un certain niveau d'évolution ou quand des individus essayent de les partager, par exemple des liens douteux ou bien le faire miroiter sur certaines choses qui n'ont absolument rien de concret sur le marché donc, de la crypto-monnaie. C'est pourquoi tout récemment, quand on a tous assisté à la décision du gouvernement de suspendre les activités d'une compagnie de marketing de réseau, voilà, pour ne pas citer de nom, voilà, et tout le monde a entendu ça. Et ça, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Même 5M qu'on a cité, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Eux, c'est ce qu'on appelle les systèmes de pyramide de Ponzi, donc les sites d'investissement. Et la plupart du temps, des gens se cachent derrière ces systèmes de Ponzi-là et en mixant le nom de crypto-monnaie ou de Bitcoin dedans pour avoir les gens. Alors nous, on dit, on ne veut pas avoir les gens, nous, on veut avoir des gens convaincus avec nous pour travailler ensemble. Oui. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, on ne fait que dépenser beaucoup d'énergie pour informer, pour sensibiliser et pour éduquer, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que ce week-end, on va faire la formation, donc la 5e édition, et le mois prochain, c'est-à-dire le mois de septembre, on va avoir une grande conférence internationale. On en parlera tout à l'heure. C'est bien qu'on revienne au fonctionnement aussi de la crypto-monnaie pour permettre aux gens de visionner, parce que vous avez expliqué, certains n'ont pas la bonne information, n'ont pas forcément l'information, ne savent pas comment ça marche, et ont du mal à visionner actuellement. Et comment vous pouvez expliquer le fonctionnement en fait de cette technologie-là simplement de façon simple, quand on parle de crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Quand on parle de Bitcoin, c'est l'évolution de l'argent que nous utilisons. Je pense que plusieurs fois, j'ai fait des explications en remontant d'abord à l'historique de création de l'argent. Alors, comment fonctionnent les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies fonctionnent à travers un protocole appelé la blockchain. La blockchain, c'est la technologie sous-jacente des crypto-monnaies. Et donc, cette plateforme-là, c'est-à-dire ce protocole numérique qui est comme un livre blanc qui permet le stockage de l'historique des données qui s'effectuent dans l'industrie cryptographique. C'est-à-dire que toute information que l'on met dans la blockchain, cette information reste non modifiable, reste transparente et l'information elle est partagée et hyper sécurisée à tout l'ensemble des utilisateurs de cette industrie-là. Donc, il faut comprendre que le fonctionnement des crypto-monnaies, c'est pareil. Et la crypto-monnaie, quand on parle de blockchain, la crypto-monnaie, c'est juste une entité de la blockchain. Parce que la blockchain, elle est très vaste. Quand on parle de blockchain, on fait association avec Web3. Parce que Web3 également, c'est
tout le noyau en fait de cette nouvelle technologie qui permet vraiment de décentraliser toutes les opérations que nous faisons et de connaître une certaine évolution qui est différente du Web 2. Le Web 2, c'est tout ce qui est allé avec les réseaux sociaux, c'est la création des contenus, alors que le Web 3, non seulement nous créons de la valeur, nous en recevons, mais nous sommes maîtres de nos données. Dans le Web 2, on n'est pas maître de nos données. Et donc tout cela, c'est vraiment fondamental à comprendre. Et pendant les formations, on fait des explications, des détails avec des images à l'appui. Moi, j'ai cette pédagogie vraiment de faire comprendre la chose de façon très simple, même quand vous n'avez pas un diplôme, on s'en fout du diplôme. Oui, certains pourraient se dire, est-ce que quand on ne parle pas français, on peut venir à cette formation? Oui, même sans français, venez à la formation, vous allez comprendre. À partir du moment où tu as ton téléphone, tu as ta connexion, tu sais comment composer un numéro, viens. Parce qu'avec nous, il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ne savent même pas comment bien écrire, mais ils s'en sortent avec ce qu'on leur apprend. Et ils sont autonomes. Parce que nous, de la manière dont on travaille, c'est t'amener à être indépendant, t'amener à être libre, ne pas dépendre encore du... Parce que, voilà, est-ce que vous voyez? D'accord. Donc c'est exactement cela. Allons à la bonne nouvelle parce que juste dans quelques jours, il y a la prochaine formation. Exactement. Oui, ça c'est la bonne nouvelle effectivement. Donc c'est-à-dire ce samedi, dimanche et lundi. Alors, on a la 5e édition de la grande session de formation complète en blockchain et crypto-monnaie. Alors, c'est la dernière phase de la promo vacances. Alors que, bon, comme vous le savez très bien, la fin du mois d'août, c'est la fin des vacances. Septembre, c'est la rentrée et on va attaquer notre dimension. Alors, pendant 3 jours, on va faire la formation au profit des populations. Alors, les inscriptions ont commencé depuis le mois passé parce que la 4e édition, on a fait un nombre de places limité, d'ailleurs pour ces vacances toujours, et des gens se sont manifestés énormément et il y avait une indisponibilité de places. Donc, on était obligé de reverser beaucoup de personnes pour cette édition. Donc, le nombre de places qui reste, je pense que c'est moins de 7 actuellement. Donc, c'est pour dire aux gens que de la manière dont beaucoup sont en train de douter, c'est de cette même façon que des gens sont en train de passer à l'action pour se positionner. Donc, pendant ces 3 jours, c'est-à-dire ce samedi, dimanche et lundi 5 août, on va faire la formation pour partager vraiment tout ce qu'il vous faut pour être véritablement libre, indépendant sur le marché de la crypto-monnaie. Parce que c'est une nouvelle industrie et comme vous le savez très bien, quand quelque chose il est nouveau, c'est bien de se positionner pour être cité parmi les leaders demain. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle, c'est comme vous l'avez dit à l'attaque, j'ai pris 5 bonnes années pour faire des recherches approfondies sur l'industrie de la crypto-monnaie, sur l'écosystème de la blockchain, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. D'abord me convaincre que ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas de l'escroquerie. Parce que tout comme vous, moi-même je pensais que c'était de l'arnaque. En 2017, 2018, je pensais que c'était de l'arnaque, je pensais que c'était de l'escroquerie. Donc quand on est parlé de blockchain, pas de crypto, oh vous là, qui étiez ici. Mais quand j'ai fini de faire mes recherches, mes enquêtes, mes investigations profondes, je me suis dit, mais attends, pourquoi je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer des bonnes personnes pour me parler tel que je le fais aujourd'hui? C'est pas pour m'inventer, mais de la manière dont je parle, je pense que vous fouillerez dans ce Burkina Faso là. C'est rare de trouver des gens qui vont vous parler ouvertement tel que je le fais. Parce que nous savons ce que nous partageons. Et la bonne nouvelle encore, c'est que pour cette 5e édition de la grande session de formation complète, il y a de nouveaux modules qu'on a introduits que les participants de cette 5e édition vont bénéficier. Donc des modules que même à la première édition on n'a pas partagé, deuxième édition on n'a pas partagé, 3e édition on n'a pas partagé, 4e édition également on n'a pas partagé. Et pour cette 5e édition, donc c'est la phase totale, il faut venir, on va donner tout le reste et vous allez vraiment avoir encore plus, mieux maîtriser l'économie décentralisée, donc la finance décentralisée, pour vraiment être encore plus à l'aise, indépendant, total et vivre vraiment et tout le potentiel qu'il y a sur le marché. Et à quelles conditions, monsieur Zonda? Alors, les conditions de participation sont vraiment très simples. Pour tous ceux qui ont au moins un seul exemplaire parmi nos différents livres, alors eux, ils payent 37 000 francs CFA pour ces 3 jours. Vous voyez comment c'est cadeau? 37 000 francs qui a 3 jours de formation d'une valeur de plus de 250 000 francs CFA. Et donc, alors ceux qui n'ont pas le livre et qui veulent participer, eux, ils payent 177 000 francs CFA pour cette phase promo. Et je précise bien, la promo prend fin à cette 5e édition. Et à partir de septembre,
on rentre dans une nouvelle dimension. Alors, les livres seront disponibles sur place, à la résidence Napambego, donc à Gonguin. C'est là-bas que se tiendra la formation à partir de 9h00 et on finit à 12h, pendant 3 jours. Pourquoi on a décidé de faire ça pendant 3 jours? C'est parce que quand vous regardez bien, le 3 c'est un samedi, le 4 c'est un dimanche et le 5 c'est un lundi. Et tout le monde sait bien que le 5 c'est un jour férié au Burkina. Donc le jour férié également, on a décidé de saisir donc cette belle opportunité que nous offre vraiment l'univers pour permettre à l'ensemble des participants de profiter non seulement des compétences liées à la finance, c'est-à-dire au sexe. Les sexes, c'est Centralized Exchange, ce qu'on a partagé durant la première édition jusqu'à la 4e édition. Et maintenant, on va aborder l'aspect décentralisé avec la DeFi. Donc, ce sont de nouveaux modules qu'on va introduire pour permettre à l'ensemble des participants de sortir vraiment très très complet. Donc, on donne les bases fondamentales, on décortique, on développe et on renforce encore. Merci bien, M. Zonga. Le temps est terminé, donc on a la possibilité de s'inscrire au niveau de l'espace Napambego ou appeler le numéro. Le numéro 54 28 84 20, donc 54 28 84 20, ou bien le 51 53 75 05, 51 53 75 05. Vous appelez, dites c'est pour la formation, on va vous enregistrer rapidement. Merci pour sécuriser votre place parce qu'il y a seulement 7 places qui restent actuellement. Merci beaucoup d'être passé. Alors on marque une petite pause, juste après on parle donc avec la BCLCC. Et pour la suite de cette émission, chaque jeudi, donc les 2 semaines de chaque jeudi, on reçoit la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour nous parler de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Taïrou Kwanda, donc du service des statistiques et de la collaboration policière de la BCLCC. Bonjour M. Kwanda. Bonjour Mme Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, une fois de plus pour parler de cybercriminalité. C'est ça, merci à vous d'être là. Tous les 2 semaines maintenant. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à l'arnaque liée aux investissements en ligne. On en parle, c'est curieux parce qu'on vient juste de parler de crypto-monnaie. Et M. Zonga disait non, ça n'a rien à voir avec ces investissements ou de l'arnaque et tout, parce que vous gérez vous-même votre propre portefeuille. C'est ça. Vous êtes là pour nous parler cette fois-ci donc des investissements en ligne, mais surtout des arnaques liées aux investissements. De quel investissement on parle? Ok, merci bien Mme Nikema. Ce n'est pas de nouvelles infractions, c'est depuis longtemps. Ces infractions existent bel et bien, mais c'est lorsque les gens vendent ou achètent des passifs financiers tels que des actions, voilà, sur des plateformes numériques. Lorsqu'on parle d'investissement en ligne, il faut comprendre les sites comme Xbit. Dans Xbit, vous allez trouver beaucoup de jeux qui se trouvent à l'intérieur, que ce soit le Paris Foot, que ce soit le Casino Royal, que ce soit beaucoup d'autres jeux, que ce soit le crash d'avion, voilà. Il y a tous ces jeux-là qui sont dedans. Alors, il y a la crypto-monnaie. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, il faut comprendre la blockchain, il faut comprendre les bitcoins, il faut comprendre la Binance, ainsi de suite pour investir. Il y a également le trading. Pour ce qui est du trading, il faut connaître la bourse immobilière, la bourse des valeurs immobilières sur le marché pour pouvoir trader. Est-ce que vous voyez? Donc, en ce moment, ça nécessite vraiment beaucoup de paramètres pour pouvoir investir en ligne. Beaucoup de formations et d'informations. Beaucoup d'informations. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'arnaque maintenant? Comment ces cyberdélinquants procèdent pour arnaquer les gens. Voilà. Il y a plusieurs formes d'arnaque, mais au jour d'aujourd'hui, surtout au 2e trimestre de l'année 2024, nous avons remarqué au niveau des statistiques que nous étions déjà à 42 plaintes, avec 24 hommes et 18 femmes, avec des mineurs qui étaient impliqués. Et ça nous a un peu tiqué. C'était un autre mode opératoire qu'ils avaient développé pour pouvoir vraiment arnaquer ces personnes-là. Alors, comment ça se passe? C'est
c'est toujours encore dans la quête d'argent. Voilà. Donc, vous allez voir sur le Facebook ils vont envoyer un message, tout simplement dire qu'il y a un autre site d'investissement en ligne qui vient d'être créé. Que de voir en commentaire, vous allez voir le lien. Et une fois que vous partez, vous cliquez sur le lien, vous allez voir leur plateforme qu'ils ont un peu étalée là-bas. Ils vous invitent d'aller vous abonner à un numéro WhatsApp pour avoir plus d'informations. Alors quand vous partez sur la page WhatsApp, on va vous donner des informations, vous garantir, vous mettre en confiance que si vous investissez dans la plateforme, ça va donner, il n'y a pas de souci. En quelque sorte, c'est dans cette plateforme que vous avez cliqué pour avoir accès, on vous permet de faire des achats à l'intérieur. Voilà, ce sont des achats virtuels. Lorsque vous enlevez même ces 2000 francs, vous commencez pour faire l'ouverture du compte, on va vous donner un bonus de 10 000 pour pouvoir démarrer. Ça, c'est ce qu'on vous dit ou bien ça se passe réellement pour vous mettre en confiance? Ça se passe réellement pour vous mettre en confiance. Donc, quand vous faites les premiers achats, quand on parle d'achat, c'est juste on va vous présenter un vélo ou bien des meubles ou bien en tout cas un véhicule comme ça. Vous cliquez et automatiquement votre compte est ravitaillé. Ah, mais donc ça veut dire qu'en ce moment vous aviez déjà mis à disposition des données personnelles. Effectivement. Et même on vous a donné un numéro et vous avez pu faire le dépôt pour pouvoir avoir accès à la plateforme pour pouvoir faire les achats. Alors, lorsque vous faites l'achat, ça se passe normalement et votre compte est ravitaillé. Voilà, si c'était 10 000 francs, vous allez voir que vous êtes à 30 000, vous êtes à 50 000, vous êtes à 60 000. On vous permet de faire... Voilà, on vous permet de faire un retrait de 10% de la somme que vous avez investie. Alors, ce premier retrait, ça vous met en confiance. Vous pensez que c'est un site d'investissement très fiable. Et prochainement encore, on vous demande encore de voir parmi les articles qu'ils vont vous proposer, de faire encore des achats pour pouvoir faire grimper votre chiffre d'affaires. Maintenant, au fur et à mesure que vous cliquez, votre compte, puisqu'il faut faire des dépôts, voilà, pour pouvoir faire ces achats-là. Voilà. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir que votre compte est ravitaillé. Vous avez beaucoup d'argent qui est disponible. Mais maintenant, quand vous demandez à faire le retrait, ils vont vous dire non, ce n'est pas suffisant, l'argent n'est pas suffisant, il faut encore ajouter, il faut faire des achats, ainsi de suite. Et lorsque vous allez commencer à comprendre, comme vous êtes dans un groupe WhatsApp, ils vont vous dire que non, la plateforme est un peu truc, ils sont en train de ils sont en maintenance. Voilà, la plateforme est en maintenance. C'est comme si la plateforme buguait un peu. Merci. Voilà, donc ils vont dire que la plateforme est en maintenance, donc d'attendre un temps soit peu. Et lorsque vous allez voir que quand ils vont se rendre compte qu'il y a ils ont eu beaucoup de gens qui ont investi, voilà, un bon matin vous allez voir que la plateforme ne donne plus. Wow. Et lors de ces échanges-là, on ne vous permet pas de faire des appels audio. Voilà, on ne vous permet pas de faire des audios. Même pour les envoyer des audios, afin qu'ils puissent vous répondre, ils refusent catégoriquement. Il faut impérativement écrire. Puisque lorsque vous faites un audio, s'ils doivent vous répondre par audio, vous allez comprendre que peut-être il n'est pas du pays. Et ça peut vous amener à beaucoup de méfiance. Par écrit. Voilà. Vous avez parlé d'une quarantaine de personnes. D'une quarantaine de personnes. Dans le deuxième trimestre. Dans le deuxième trimestre de l'année 2024. Avec des mineurs qui sont impliqués. Des mineurs qui sont vraiment impliqués. Donc c'est là, il faudra que vraiment les parents puissent prendre conscience que les téléphones qu'ils ont remis à nos enfants pour utiliser, il faudra surveiller de temps en temps l'utilisation de ces téléphones mobiles-là. Parce que les enfants sont vraiment en train de faire des investissements en ligne. Maintenant, pour ce que vous avez pu, les plaintes que vous avez pu recevoir à la BCLCC, la plus forte somme que ces cyberdélinquants ont pu escroquer ou arnaquer s'élève à combien? S'élève à plus de 18 millions de francs. 18 millions investis en ligne. Investir en ligne. Waouh! S'élève à plus de 18 millions de francs CFA au deuxième trimestre de l'année 2024. 24. Oui.
Il y a des femmes aussi, il y a des femmes aussi qui sont impliquées. Il y a plus de 18 femmes voilà, qui sont impliquées. Donc cela veut dire qu'il y a des femmes aussi qui font des investissements en ligne. Il y a des femmes qui font le XBIT, il y a des femmes qui font le trading, il y a des femmes qui font la crypto-monnaie. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés qu'un bon matin, vous donnez l'argent de condiments et que vous arrivez le soir voir qu'il n'y a pas grand chose à manger. Maintenant, ça veut dire, c'est vrai qu'on a cité des exemples, mais ça veut dire que ces cyber-escrocs-là utilisent en fait les noms aussi de ces plateformes. C'est pas que ces plateformes sont forcément de l'arnaque en quelque sorte, mais il y a des cyber-escrocs qui utilisent des plateformes comme ça pour avoir des gens. Pour avoir des gens, oui. Voilà pourquoi il faut avoir la bonne information d'après M. Zonga. Alors, ça. comment on fait pour éviter de se faire avoir si on décide d'investir en ligne? D'investir en ligne. Bon, à propos de tout, par rapport à tous ces plateformes, il faut avoir beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Ok. Il faut, cela sous-entend, à se faire former. Il faut être formé. Il faut aller sur la formation de quelqu'un qui était là tout de suite, qui vient de partir. Voilà. Il faut suivre beaucoup de formations, que ce soit le trading, que ce soit la crypto-monnaie. C'est très important. Il faut miser avec modération. Il ne faut pas prendre aussi trop de risques lorsque on veut vraiment s'investir dans ça. Il ne faut pas prendre trop de risques. Prendre trop de risques, c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez à faire un premier retrait, le deuxième retrait, ça va vous exciter à aller même faire des crédits pour pouvoir investir. En ce moment, c'est flatteur, M. Kwanda. Si on met 10 000 et puis on a 30 000 à l'espace de quelque temps. C'est ça. Ah bon, mais il faut faire attention. L'argent facile comme ça. L'argent facile. Et lorsque vous devez acheter des crypto-monnaies ou bien des coupons XBIT, il faudra chercher des gens que vous connaissez physiquement. Ça, c'est très important. Ou bien des gens qui ont des bureaux d'échange. Voilà. Toujours est-il que ceux qui sont sur place, vous connaissez le lieu, vous le connaissez physiquement, c'est toujours mieux d'être en contact avec ces personnes. Si c'est sur les réseaux sociaux, vous allez toujours vous faire arnaquer. Parce que tous les jours, nous vivons ces événements-là. D'accord. Faites attention. Voilà. Et si vous êtes victime? Si vous êtes victime, nous allons tout simplement vous demander de se présenter à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour déposer votre plainte afin que les enquêteurs puissent prendre le relais pour traquer ces cybercriminels. D'accord. Et contactez aussi la BCLTC. On va afficher les contacts de la BCLTC qui a déménagé, qui est à Zabdaga maintenant. Et les contacts sont affichés, M. Kwanda. Voilà. Donc, il y a le fixe, le 25 39 58 42. Voilà, il y a le mail cybercrime@securit.gouv.bf pour ceux qui ne sont pas à Ouara, qui sont dans les provinces, qui sont victimes de cybercriminalité. Ils peuvent déposer leur plainte sur le mail. Et puis, il y a la page Facebook @bclcc.gouv.bf. Voilà, vous rentrez là-bas pour avoir beaucoup d'informations concernant le mode opératoire des cybercriminels que nous déposons devant le procureur pour qu'il puisse répondre de leurs actes. Merci beaucoup, M. Kwanda. Et merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. Allez, à demain. Cuse.